Avertissement, le milieu chaufferie est réservé aux professionnels formés car le milieu est potentiellement dangereux. Il y a un risque d'explosion, d'électrocution, d'intoxication mortelle au CO et de brûlures graves pour l'intervenant. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer la réparation d'un ballon qui fuit, donc un ballon de CS. Ce ballon fuit au niveau de la bride, sous la bride. Donc j'ai fait venir un sous-traitant pour réparer cette fuite là au niveau de la bride, donc pour souder une plaque d'acier dessus. Et bien sûr, pour qu'il puisse souder, il faut que le ballon soit vide. Donc ça c'est un ballon de 5 mètres cubes. Je dois vider ce ballon, sauf que je n'ai jamais vidé de ballon de 5 mètres cubes et je ne sais pas exactement le temps qu'il me faudra pour le faire. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Plus quelques petites explications à la fin de la vidéo sur le schéma hydraulique CS de cette chaufferie. Alors la bride qui fuit, c'est bien sûr la bride du trou d'homme, hein, la grosse bride, hein, là où il y a la grosse trappe. Donc au début, je commence par mettre un tuyau sur la sortie du ballon, donc l'évacuation du ballon, c'est-à-dire la vanne qui sert à faire les chasse-ballons. Et je me rends très vite compte que à la vitesse où le ballon se vide, j'en ai pour la journée, voire plus, sachant que je commence l'intervention vers 13h de l'après-midi et que j'ai le soudeur qui arrive vers 16h. Donc là, je me rends compte que ça va pas le faire. Donc après, je décide d'enlever le tuyau et d'y aller en direct. Donc là, on peut voir que je mets de l'eau partout dans la chaufferie. Bon, après, c'est fait pour une chaufferie, hein. Il y a une évacuation en principe au milieu de la chaufferie. Mais je me rends compte aussi que ça va pas assez vite. Alors pour aller plus vite, je me suis souvenu d'une méthode qu'avait utilisé un collègue en usine. Donc il fallait vider des capacités d'air comprimé. Donc ce qu'il avait fait, il avait carrément débridé les trous d'homme pour accélérer le mouvement, pour accélérer la vidange des cuves. Donc là, je fais à peu près la même chose, c'est-à-dire que je vais ouvrir le trou d'homme gentiment pour augmenter la vitesse de vidange du ballon OCS. Alors à noter quelque chose d'extrêmement important, hein. Donc avant de faire ça, il faut bien sûr s'assurer qu'il n'y ait pas d'appareil électrique, de rallonge ou qui traîne au sol, hein, parce que le sol de la chaufferie va être inondé. Et deuxième, il ne faut pas oublier de faire une prise d'air. Donc moi au début, on va le voir dans la vidéo, j'avais fait une petite prise d'air, mais c'était pas assez suffisant. Ça me créait de gros bruits à l'intérieur de la capacité. Alors je ne sais pas si c'était à cause de grosses bulles d'air à l'intérieur qui éclataient ou si c'était de la cavitation qui provoquait ces bruits. Alors on peut voir sur la vidéo au niveau de la vanne de purge que le débit n'est pas violent. Et là on va entendre dans la suite de la vidéo les bruits que ça provoque à l'intérieur du ballon. Ça va être les bulles d'air qui doivent faire ce bruit là. Alors le bruit de fond que l'on entend dans la chaufferie, hein, c'est une fuite vapeur sur le retour des condensats. Et donc là, comme ça ne coule pas assez vite au niveau de la vanne de purge, je commence à ouvrir le trou d'homme et on entend un bruit d'aspiration à travers le trou d'homme. Je vais dire par là au niveau du joint du trou d'homme. Donc là, pour aller plus vite, j'ai desserré le trou d'homme et on entend l'aspiration là. Ça c'est l'air qui passe là. On n'entend plus les boum boum là. Ça va un peu plus vite. Donc là je vais encore l'ouvrir un petit peu. Il faut desserrer la bride pour créer une prise d'air plus importante. Et là on n'entend plus les petites explosions. Alors bien sûr je desserre les boulons du trou d'homme d'une manière progressive. Donc voilà, ça c'est pour aller plus vite. Parce que là ça fait déjà 2 heures que je suis dessus. On purle. Alors ça c'est un ballon de 5 mètres cubes de CS.
Là déjà on peut voir qu'il y a quasiment plus de flotte qui coule du trou d'homme. Là ça coule toujours. Donc là ça fait déjà 2h30 que je suis en train de le vider. Mais là je pense que le trou d'homme on est bon là. Parce qu'on voit le jour à travers. Donc voilà. Voilà. Un peu plus de 2h30. Pour vider le 5 mètres cubes et en ouvrant le trou d'homme. D'ailleurs on voit il y a l'aspiration encore. Il y a encore de l'air qui rentre. Ouais voilà, on le voit là, il n'y a plus d'eau qui coule. Donc s'il n'y a plus d'eau qui coule, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est passé sous la bride. La bride qui est ici. Voilà. Donc 2h30 et en ouvrant le trou d'homme. Donc là j'ai ouvert le trou d'homme et on peut voir que sur la plaque il y a de la corrosion. Donc là on peut voir qu'il y a de la corrosion aussi dans le ballon. Hein. Là on peut voir le tuyau à droite là qui rentre dans le ballon, donc c'est l'arrivée d'eau froide et le retour ECS. Donc l'arrivée d'eau froide, c'est-à-dire l'arrivée d'eau qui vient du ballon de préchauffage de l'eau froide. On peut voir que cette matière, donc c'est de la corrosion et c'est de la rouille. Et lorsque l'on gratte dessus, ça fait un peu comme de la vase. Ça, les pustules de corrosion, les pustules de rouille se percent et voilà. On peut voir que dans le ballon, tout le ballon est atteint par la corrosion. Donc il faut savoir que sur ce ballon-là, il n'y a pas d'anode. Donc en principe, dans les ballons ECS, il y a une anode et l'eau attaque l'anode au lieu d'attaquer le ballon. Donc ici, il n'y en a pas. Ou en tout cas, s'il y en a eu, elle n'a jamais été changée. Hein. Ou alors elle est sous le calorifuge. Donc ce ballon a plus de 20 ans. Donc sur cette photo, en haut, on voit le départ d'eau chaude et on voit le tuyau qui revient de l'échangeur à plaque. Car ce ballon de 5 mètres cubes est chauffé par le biais d'un échangeur à plaque. On peut voir qu'à l'intérieur, il y a un petit voile blanc et ça, c'est de la vapeur, car l'eau était extrêmement chaude. Voilà, donc la fuite, elle est au niveau de cette bride là. Et donc là, j'avais commencé un petit peu à gratter et on voit que ça fait de la vase. Hein. Donc bien sûr, le soudeur, pour pouvoir souder, il faut qu'il prépare sa zone de travail. Donc là, on nettoie et on sèche le bas de la bride. Donc là, on peut voir qu'une fois que la bride a été nettoyée, on peut voir que sur la bride, il y a plein de petits cratères. Donc ces petits cratères, c'est la corrosion qui les a fait. Donc l'effet de l'eau sur l'acier fait tous ces petits cratères. Il manque de la matière et on voit qu'au milieu, à force de bouffer le ballon, l'eau a percé la bride. La bride a été nettoyée avec un disque à meuler bien sûr. On n'a pas gratté ça à la main. Donc une fois que le soudeur a préparé son intervention, donc il soude la plaque en acier sur le trou de la bride. Comme on peut le voir sur la photo, on voit les cordons de soudure. Donc après, le gars refait le joint. Donc il a pris une plaque à joint, parce que le problème avec ces diamètres de bride, donc les diamètres des brides des trous d'homme, comme ce n'est pas du standard, on va dire ça comme ça, le gars se refait un joint. Et moi, pendant ce temps-là, je finis de purger le ballon et j'ouvre l'arrivée d'eau froide pour le rincer. Et donc, lorsqu'il a fini le joint, moi j'en profite aussi pour mettre un produit de désinfection dans le ballon. Après, on referme le trou d'homme et on procède au remplissage. Alors bien sûr, lorsque vous ouvrez l'arrivée d'eau froide pour remplir un ballon, donc encore plus un ballon de 5 mètres cubes, il faut faire une prise d'air. Donc là, j'ouvre la vanne qui sert au prélèvement de la légionnelle, et là on entend que ça souffle. C'est-à-dire que l'eau qui rentre dans le ballon met en pression l'air qu'il y a dedans, et je l'évacue par le biais de cette vanne. Parce que si vous ne le faites pas, à un moment donné, le ballon ne se remplira plus. Donc si la pression du réseau est à 2 bars, vous aurez 2 bars d'air comprimé dans le ballon, au-dessus du ballon, et quand la personne va ouvrir le robinet, elle va avoir une surprise. Et la surprise, vous l'avez peut-être déjà vu, c'est quand vous ouvrez le robinet, ça gicle, et ça met des méchants coups de bélier aux canalisations. Donc ça, c'est quand il y a de l'air sous pression, et de l'air qui n'a pas été purgé ou mal purgé. Donc là, je suis en train de remplir. Donc ça, c'est le froid sanitaire qui pousse dans le ballon qui vire l'air qu'il y a dedans. Hein. Et lorsqu'il sera plein, ça dégueulera ici. Et là, je pourrais fermer cette vanne et faire repartir les pompes, faire ouvrir tous les départs.
Et voilà. Donc là c'est une mauvaise idée d'ouvrir ce van là car si je l'ouvre, donc comme c'est la boucle, donc c'est le secondaire de l'échangeur à plaque, ben ça me pousse l'eau qui est ici là. Rempli. Bon, on va ouvrir les départs. Donc là le 5 mètres cubes je l'ai rempli en moins de 30 minutes. Donc là maintenant on va voir le même, je vais ouvrir la vanne mais cette fois-ci avec la pression. Voilà. Voilà ce que ça donne. Avec la pression de l'eau froide. Alors comme on peut le voir avec la pression de l'eau froide donc qui rentre dans le ballon, hein, donc c'est à peu près 2 bars, on voit que lorsque j'ouvre la vanne ça gicle de partout. Donc c'est dommage que sur ce ballon ECS il n'y ait pas une évacuation pour éviter d'en foutre partout. Parce que là à côté il y a les brûleurs et comme j'ai déjà dit sur une vidéo il y a des bouquins qui conseille de faire des purges donc au minimum une fois par mois et de faire des purges assez conséquentes, c'est-à-dire des purges qui vont vider jusqu'à 1/10 du ballon. Le but des chasses, donc il faut que ça soit assez puissant parce que justement au fond du ballon il y a de la merde qui s'y dépose et c'est pour évacuer cette merde. Bon, au moins dans ce ballon là j'ai au moins accès à la vanne car il faut savoir qu'il y a des sites, par exemple celui-là. Vous avez un générateur d'eau chaude à gaz et là on peut voir que la vanne est mise d'une telle manière qu'il est complètement impossible de faire une purge. La vanne est sous le ballon. Donc en principe quand on a un ballon comme ça, des grands ballons, le tuyauteur met un coude et met un tuyau donc, qui lui permet de sortir du ballon et de mettre une vanne en sortie de ballon. Donc là je sais pas ce qui s'est passé, là il y a eu un raté là. Donc vous voyez c'est un ballon de ce style là, un générateur à eau chaude, à gaz. Et on peut voir ce qui est marrant dans cette chaufferie là, c'est que sur le conduit il y a marqué attention conduit chaud. On peut voir qu'en dessous, donc pour l'évacuation des condensats qu'il pourrait y avoir dans les conduits, ils ont mis un tube PVC qui est déjà mort. Il aurait fallu mettre un tuyau, en tout cas quelque chose qui résiste aux hautes températures. C'est dommage parce que quand même la chaufferie est récente et donc Alors comme je disais aux collègues à qui appartient cette chaufferie, c'est vraiment dommage de voir ce genre de choses. Alors voici le schéma hydraulique de l'installation. Donc ici là on peut voir l'arrivée d'eau froide. Cette eau froide arrive sur un ballon de préchauffage de 1000 litres. Donc ici on peut voir une épingle, et cette épingle chauffe ce ballon de préchauffage. Donc dans cette épingle il passe les retours de condensat d'une installation vapeur. Donc l'eau froide sort ici, là on a une 23 watts qui sert à rien. Quoi, à l'époque sûrement l'installateur lorsqu'il a posé ce 23 watts c'était pour faire une coupure d'arrivée d'eau par rapport à une température fixée sur un aquastat de sécurité de surchauffe. Mais bon, c'est pas très utile de mettre une 23 pour faire ça. Donc après ici, là, on a le retour de la boucle CS. Donc ici, on a arrivé d'eau froide qui rentre en bas du ballon 5000 litres. Donc comme on peut le voir sur ce ballon 5000 litres, donc il y a le trou d'homme en bas. Là, à une époque, je croyais qu'il y avait un échangeur à l'intérieur. Donc il y en a pas. Hein. La photo que j'ai montrée à l'intérieur du ballon, on peut voir qu'en haut du ballon il y a 2 trous. Donc il y a un trou là, c'est le départ de l'eau chaude, et un autre trou donc c'est le retour de l'échangeur à plaque. Donc là on le voit là, l'eau chaude par à gauche et à droite et en haut, d'accord. Et là qu'est-ce qu'on voit là? Donc on voit que ici il y a des pompes jumelées, d'accord. Donc cette flèche là est pas bonne. Hein. On voit que la flèche va comme ça. Donc l'eau chaude qui vient de l'échangeur à plaque donc arrive par le haut, comme ça s'il y a un puisage, et bien on puise directement l'eau chaude ici, et l'aspiration se fait en bas, c'est-à-dire que l'eau froide arrive en bas, hein, le chaud est en haut, donc après il y a différentes couches d'eau chaude dans le ballon, l'eau chaude est stratifiée, donc là l'eau la plus froide dans un ballon de CS est en bas, donc j'aspire l'eau froide en bas, ici j'ai la soupape de sûreté sur le CS. Là, je passe dans l'échangeur à plaque, je ressors de l'échangeur à plaque, ici on peut voir un dégazeur, et je passe ici, là, et hop, dans les 2 pompes, et comme ça. Donc ça tourne en permanence, pour chauffer le ballon jusqu'à la consigne de 60 degrés. Donc cet échangeur à plaque là m'a gravement pris la tête, car cet échangeur à plaque là est croisé. Faut savoir que dans la majorité des échangeurs à plaque, un échangeur à plaque, c'est soit par exemple à gauche vous avez le primaire, et à droite vous avez le secondaire. Mais souvent le secondaire et le primaire sont bien séparés. Les 2 tuyaux du primaire et du secondaire sont sur le même côté de l'échangeur à plaque. Donc là non, là c'est un échangeur à plaque croisé, c'est-à-dire que le tuyau va rentrer par exemple en voie du côté gauche, il va ressortir du côté droit. Vous voyez? Donc moi au début je me suis gravement pris la tête parce que je comprenais pas. Parce que les échangeurs à plaque croisée, ça on n'en voit pas souvent quoi. Donc vous imaginez bien que ici, là si je rentre ici, si je repars là, vous voyez, vous repartez dans le primaire. Donc à un moment donné je me suis dit putain c'est pas possible, il y a un échangeur dans le ballon. Mais non. Non, c'est parce que c'est un échangeur à plaque croisé. Donc il faut se méfier des échangeurs à plaque.
Parce que lorsqu'ils sont croisés, lorsqu'on suit le schéma hydraulique, on comprend rien, quoi. C'est-à-dire que lorsqu'on suit les tuyaux, on se donne mal à la tête. Donc un moyen pour pas se planter, pour savoir où est le CS du primaire. Donc déjà sur le CS, il y aura toujours la soupape de sûreté, hein, parce que comme vous le savez, un ballon, donc s'il est froid, suivant sa température, donc l'échangeur à plaque va le chauffer, mais l'eau va se dilater. Donc comme il n'y a pas de vase d'expansion, eh bien la soupape va s'ouvrir pour cracher un peu de CS. C'est un peu comme les cumulus. Alors il faut savoir qu'il existe des ballons, c'est-à-dire des vases d'expansion pour le CS pour justement faire des économies d'eau, parce que ça c'est quand même une perte en eau. Donc là ici on voit le primaire. Donc sur le primaire de CS il y a une pompe jumelée aussi. Donc ici là on a le primaire qui est en gros à 70 degrés, hein. On va dire que le primaire oscille entre 68 et 75 degrés. Là on a une 23 voies, donc si on est à la consigne, eh bien on bypasse l'échangeur à plaque, hein. Donc en passant par là. Donc ici là, en passant par là, c'est-à-dire que l'échangeur à plaque, lui, il va aspirer comme ça, là. Hop, il va tourner en rond comme ça, là, voyez. Donc l'eau chaude arrive ici, à 70 degrés, l'eau chaude arrive ici, on passe là, voyez. Pompe jublée, on passe là, et là on va sur le retour, c'est-à-dire le collecteur de la chaudière. Il y a les chaudières là, donc il y a deux chaudières, donc en cascade, avec des valves d'isolement, donc là c'est des valves d'isolement 3 voies, qui bypassent les chaudières. Donc on peut voir qu'il y a une pompe de recyclage sur chaque chaudière. On peut voir qu'il y a une pompe de charge commune aux deux chaudières. Donc la pompe de charge aspire soit ici, soit ici. Donc là on voit qu'il y a un dégazeur. On peut voir qu'il y a une pompe de charge jumelée, donc qui fait les deux chaudières. Donc là on a un collecteur à lait. Donc c'est celui-là qui part en B, donc vers le CS. Donc là en D c'est l'arrivée d'eau froide pour remplir le primaire. On le voit ici là avec le disconnecteur qu'il y a là. Et là donc en A, donc ça c'est le retour de LCS. On va sur le collecteur retour là. Donc là on voit comment ça marche le primaire. On passe ici dans le collecteur. Ici on a un tuyau qui relie les deux collecteurs. Donc c'est des bouteilles qui sont horizontales, qui doivent faire 4 mètres de long. Et là on revient comme ça. Comme ça, même si toutes les vannes ici sont fermées, la pompe de charge poussera dans le tuyau. Ici là, ça passera là et hop là. Et ça recyclera comme ça. Donc après on peut voir que on a 3D par CTA avec une pompe de charge ici là, jumelée, qui pousse pour les trois. Et ici là on a un départ chauffage radiateur avec une pompe qui est ici, jumelée. Ici on a le vase d'expansion. Il faut savoir que quand vous êtes dans une chaufferie, souvent vous avez un schéma hydraulique sur le mur. Des fois vous ne l'avez pas. Mais même quand vous avez un schéma hydraulique sur le mur, il faut s'en méfier. Parce que souvent le schéma il est fait au dernier moment. Il est posé dans la chaufferie parce que c'est obligatoire, mais souvent ce schéma n'a pas été contrôlé. Donc il y a souvent des erreurs sur les schémas hydrauliques des chaufferies. Par exemple, sur le schéma qu'il y avait sur ma chaufferie, déjà j'y comprenais rien parce que le schéma avait une représentation particulière. Et puis là, quand j'ai fait le relevé sur la chaufferie, donc sur le matériel existant, j'ai pu constater que la pompe là, elle était montée à l'envers. C'est-à-dire qu'au lieu de pousser dans ce sens-là, d'accord, elle poussait dans l'autre sens. Donc ça a marché parce que au retour du collecteur, on a un bypass là. Quand on a un bypass, on a les collecteurs qui sont reliés. Mais on trouve des trucs vraiment bizarres dans les chaufferies. Hein, par exemple, le pressostat manque d'eau qui est pas raccordé, ce genre de choses. Donc là, voilà, donc ce qui est compliqué dans ces chaufferies-là, ce qui m'a vraiment pris la tête, c'est donc cet échangeur à plaque-là qui est croisé. Parce que quand vous avez tous les tuyaux, là, je vais vous montrer 2-3 photos, vous voyez vite qu'il y a un problème. Donc voilà pour l'explication hydraulique du schéma de cette chaufferie au niveau de l'ECS et donc du chauffage aussi. Alors voici la plaque d'identification de l'échangeur à plaque. Donc c'est un échangeur à plaque Uranus de type US 234. Alors moi j'ai essayé de trouver la documentation de cet échangeur à plaque, je n'ai pas réussi à la trouver. Sur cette photo on peut voir la vue générale de l'échangeur à plaque, donc on peut voir donc l'échangeur à plaque en bas, ses pompes jumelées en haut de l'échangeur à plaque, et au-dessus son pupitre de commande qui est d'origine. Donc sur cette photo on peut voir l'arrière de l'échangeur à plaque, on peut voir le tuyau jaune qui sort de la pompe jumelée qui va directement à la 23 voies, juste au-dessus on peut voir une pièce qui est rectangulaire avec un purgeur. Donc ça c'est le dégazeur, donc ça c'est la partie ECS. Bien sûr le gros tuyau jaune c'est la partie primaire. En dessous de ce tuyau on peut voir quand même un peu le servomoteur de la 23 voies. Donc en bas à droite de l'échangeur à plaque on peut voir la soupape de sûreté, hein. Donc cette soupape s'ouvre quand la pression est trop forte dans le réseau ECS. Le souci c'est que bon des fois elle a du mal à se refermer. Qu'on remarque hein, que sur la photo précédente le dégazeur était donc en haut à gauche de l'échangeur à plaque, et que la soupape de sûreté elle est en bas à droite de l'échangeur à plaque. Donc c'est en ça que l'échangeur à plaque est croisé. Parce que dans un échangeur à plaque de base, les deux tuyaux sont soit à gauche soit à droite. Mais là ça se croise. Donc ça veut dire que le tuyau jaune qui est à gauche là, c'est le tuyau du primaire. Et donc dans la photo précédente, le tuyau qui était à droite, c'était le tuyau du primaire.
Donc là on peut voir la 23 voies, donc 23 voies secteur. Et donc sous cette 23 voies secteur, il y a un T. Donc ça c'est une vue sur le côté de l'échangeur à plaque. Donc on peut voir les 4 piquages qu'il y a sur l'échangeur. Donc on voit bien donc en bas la 23 voies. Donc le plus gros tuyau c'est le primaire, le tuyau qui est à l'opposé donc c'est le CS où il y a la soupape de sûreté. En haut le premier tuyau donc c'est aussi le CS, donc ça c'est le dégazeur, donc qui va directement au ballon, c'est de là que l'eau chaude sort. Et après là vous avez la pompe jumelée donc du primaire qui force la circulation du primaire dans l'échangeur à plaque et qui donc transfère ses calories au secondaire. Donc là on peut voir qu'il y a un petit tuyau là sur le gros tuyau jaune, mais il n'est raccordé à rien. Alors sur cette photo, on peut voir deux tuyaux qui arrivent donc sur l'échangeur à plaque. Ces deux tuyaux viennent du ballon ECS 5000 litres. Donc on peut voir que le tuyau du haut, c'est celui-là qui part en haut du ballon ECS, car on peut voir qu'il y a le dégazeur donc en haut de l'échangeur à plaque. Donc ça c'est le départ de l'eau chaude de l'échangeur à plaque. Et on peut voir que donc le tuyau du bas, c'est le tuyau de retour. Donc le retour du ballon, donc le bas du ballon avec l'eau qui est froide. Là on peut voir le ballon ECS, le haut du ballon ECS, et comme on l'avait vu sur la photo d'avant, que j'ai montré plus tôt dans la vidéo, dans le ballon il y a deux piquages, deux trous, donc c'est ça. Donc ça c'est celui-là de gauche c'est le départ ECS, et celui-là de droite c'est l'arrivée de l'eau chaude qui vient de l'échangeur à plaque. Alors ça c'est le ballon 1000 litres de préchauffage. Donc on peut voir justement cette 23 qui sert à rien là, donc elle est en face là. Et on peut voir en bas à droite le thermostat de surchauffe. Donc là elle sert à rien parce qu'ils auraient pu mettre une vanne de voie. Puis la manière dont ça a été fait, bon c'est bizarre. Et donc là justement sur ce ballon 1000 litres on peut voir l'épingle, donc c'est une épingle, à l'intérieur passe des condensats donc d'une installation vapeur. Et là on peut voir la fuite vapeur qu'il y a sur l'épingle, donc au niveau des condensats. Donc c'est des condensats qui revaporisent, et c'est ce qu'on entend tout le long de la vidéo, c'est ce bruit de sifflement, c'est ça, c'est une fuite de vapeur. Alors là voici le schéma hydraulique de base que j'avais dans la chaufferie, donc on peut voir qu'il est pas clair. Et surtout au niveau de l'échangeur à plaque, hein, c'est ça qui m'a foutu le bordel, c'est ça qui m'a mis dans la merde. En plus il est faux, si vous regardez au niveau du ballon 1000 litres, en principe, donc le ballon de préchauffage, on doit pouvoir le bypasser. Vous verrez que sur mon schéma à moi, il y a quand même pas mal de différences sur ces zones-là. Donc c'est pour ça qu'il faut jamais se fier au schéma hydraulique d'une chaufferie, parce que souvent il y a des erreurs. Ça n'a pas été contrôlé, comme le schéma électrique d'ailleurs. Il faut un schéma, on le met dans la chaufferie, comme ça tout le monde est content, sauf que le jour où il y a un dépannage et qu'on en a besoin, on se rend compte que c'est de la merde. Il y a qu'à voir par exemple sur les chaudières. Sur le retour de la chaudière, on a une vanne, on voit que c'est le symbole d'une vanne autorisée de voie, mais il n'y a pas de vanne de voie. Donc vous voyez qu'il y a plein de saloperies sur ce schéma. Par exemple, là, on peut voir sur les deux collecteurs, là, aller-retour, on voit qu'il n'y a pas le tuyau qui fait la jonction entre les deux. D'ailleurs, j'ai pas montré cette photo, donc voici à quoi ressemble la jonction des deux collecteurs. Alors là, la fuite a été réparée sur la bride. Donc bien sûr, le ballon est vieux, hein, il est en fin de vie, il doit avoir 24 ans, et suivant l'endroit où sera la prochaine fuite, eh bien le ballon sera condamné. Donc il faudra faire venir une entreprise spécialisée pour le découper, car ce ballon ne peut pas sortir par la porte de la chaufferie, et en remettre un, mais plus petit, avec une anode de préférence, faire quelque chose de carré, quoi. Donc voilà pour cette vidéo, et à bientôt donc pour une prochaine vidéo.